il y a des vérités qui dérangent certains conseillers en gestion de patrimoine, des méthodes simples et efficaces qui permettent aux plus débutants d'entre nous de se construire un vrai patrimoine au cours du temps. Et c'est justement parce que c'est simple et efficace que ça dérange. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo avec un échange tendu que j'ai eu avec un conseiller en gestion de patrimoine qui comptabilise plus de 25 000 abonnés sur X, anciennement Twitter, avec un post qui a fait environ 260 000 vues. Et grâce à la donnée et aux chiffres, je vais pouvoir débunker totalement son message erroné, pour être gentil, si ce n'est en réalité de la malhonnêteté intellectuelle, voire du mensonge pur et dur. Et donc en fait, dans cette vidéo, on va faire ça en 3 parties. La première partie, on va voir quelle est cette vérité qui dérange tant certains conseillers en gestion de patrimoine. Pas tous, je les mets pas tous dans le même sac, c'est seulement certains. Ensuite, on ira voir dans un deuxième temps l'échange tendu, le clash que j'ai eu avec un conseiller en gestion de patrimoine que j'ai challengé sur ses propres chiffres. Et enfin, dans une troisième partie, je vais essayer de donner mon opinion pour essayer de trancher quand est-ce que c'est intéressant d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine et quand est-ce que ça ne l'est pas. Donc en fonction du profil que tu as, tu pourras peut-être t'identifier à ça et voir si c'est intéressant ou pas pour toi d'aller consulter un conseiller en gestion de patrimoine. Mais avant de commencer, qui je suis? Moi, je suis Maxence, actuellement data scientist. Et ce que je veux faire avec cette chaîne, c'est exactement l'objet de cette vidéo, c'est débunker par exemple des faux messages avec du chiffre, de la donnée fiable réelle, en associant mon fort attrait pour la finance ainsi que mon expérience, puisque ça fait bientôt 2 ans que j'investis, avec mes capacités techniques pour récolter de la donnée et mettre tout ça au contact du réel. Donc si la thématique de cette chaîne t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner. Et puis pour cette vidéo, je la fais aussi pour les débutants, c'est-à-dire pour pas qu'ils se fassent avoir par les messages qu'on peut voir sur la toile, parce que c'est vrai que quand on voit des CGP s'exprimer sur les réseaux, on n'a pas trop envie de remettre en question leurs propos. Il y a l'argument d'autorité qui fait foi. Nous, on est débutants, on voit un professionnel du patrimoine s'exprimer, on va pas aller remettre ça en question. Pourtant, ce qu'il y a de cool avec la finance, c'est qu'on a les chiffres et les données, et donc on peut réellement fact-checker un petit peu les propos de certains, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo notamment. Let's go. Donc quelle est cette vérité qui dérange tant? En fait, c'est lié à un instrument financier qui s'est démocratisé ces dernières années, les ETF. En fait, les ETF, depuis que ça s'est démocratisé, ça a permis à plein de débutants de pouvoir investir par eux-mêmes, donc le fameux do it yourself. Alors qu'avant, si tu voulais investir un peu d'argent sur les marchés financiers, tu étais obligé d'aller consulter un conseiller ou en tout cas d'utiliser un service intermédiaire. Donc là, il y a un intermédiaire qui saute avec les ETF et certains ne le voient pas du tout d'un bon œil. Regarde ce post que Nicolas Chéron a écrit. Nicolas Chéron, c'est un influenceur financier qui, sauf si je me trompe, mais à ma connaissance, ne vend aucune formation. Il est là purement pour faire de l'éducation financière. Donc, en tout cas, pour moi, je pense pas qu'il y ait un conflit d'intérêt dans ce qu'il dit. Et regarde ce qu'il dit. Donc là, il reprend un petit peu le message qu'on retrouve souvent. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé, pardon. C'est un cas qui se retrouve beaucoup chez les conseillers en gestion de patrimoine. Certains, pas tous, encore une fois. Je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc le DCA sur ETF, c'est une mauvaise stratégie. Donc ça, il le met entre guillemets. Voici le nouveau discours des vendeurs de rêves. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est une méthode qui a fait ses preuves sur le long terme. Et comme je vous ai dit, c'est une méthode simple et efficace, mais qui dérange. Et qui dérange qui? Des conseillers en gestion de patrimoine qui se gavent en frais. Et le fait qu'en fait il y ait des chaînes comme moi, mais aussi surtout comme des chaînes beaucoup plus grosses, comme celle de Nicolas Chéron, Mathias Bacchino, Finari, émergent en fait et fassent de l'éducation financière, et notamment sur les frais, et ça dérange. Ça dérange, et d'ailleurs c'est ce que Nicolas Chéron dit, c'est que ça dérange parce que quand l'éducation financière progresse, les marges de certains s'effondrent. Donc en fait, tu comprends rapidement en fait pourquoi les ETF dérangent certains conseillers en gestion de patrimoine. Pas tous, encore une fois, je vais le répéter souvent parce que je veux absolument pas que cette vidéo soit mal interprétée et soit un affront direct pour tous les conseillers en gestion de patrimoine. Mais seulement, en fait, moi, ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est vraiment mettre en lumière les comportements malhonnêtes de certains conseillers en gestion de patrimoine qui pourraient malheureusement décourager certains débutants qui étaient sur la bonne voie et qui vont se retrouver à payer des frais pour rien et même faire moins bien. Et c'est ce qu'on va voir donc du coup dans la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, on va aller voir le post en question et l'échange que j'ai eu avec lui en question. Donc là en fait il réagit à un premier post qu'il avait fait où il disait que en gros regardez avec ce qui s'est passé avec la guerre en Iran, Donald Trump, les tarifs douaniers, depuis 1 an la gestion active surperforme le S&P 500. Et donc il dit voilà, vous êtes bien avec vos ETF là, à croire que vous allez à chaque fois surperformer les fonds actifs. Bon, déjà il donne aucun exemple sur le premier post de fonds actifs qui surperforment, mais bon bref,
il donne un avis, et puis quelqu'un lui rétorque, normal, hein, on fera les comptes dans 10 ans. Et il n'a pas tout à fait tort, hein, parce qu'il y a la fameuse étude Spiva qui confronte les données au réel. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont regarder tous les fonds actifs, voir s'ils surperforment leur indice de référence. Donc ici, le S&P 500, on voit qu'il y a 90% des fonds, des fonds actifs, hein, donc des professionnels, hein, qui sous-performent le S&P 500. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais la réalité, c'est que si tu prends en tant que débutant, en tant que pur débutant, tu prends un ETF S&P 500, tu vas surperformer 90% des fonds actifs. Et ça, c'est une vérité qui fait mal aussi, qui fait très mal aux fonds actifs. On pourrait refaire une vidéo sur pourquoi, parce qu'il y a vraiment des raisons autres que ça, hein. Il y a une vidéo que j'adore sur Xavier Delmas qui a un peu plus creusé la question que ces chiffres que je vous donne, et qui en réalité dit que par exemple, si on prend les top 5 à 10 positions des fonds actifs, ils surperforment le marché. Mais pour d'autres raisons, en fait, ils sous-performent. Mais le fait est que toi, tu peux pas acheter les 5 ou 10 meilleures positions. Tu es obligé d'acheter le fonds en entier. Donc, ça change pas le sujet. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous donne un exemple de fonds. Il nous dit quoi ? Il nous dit, regardez, il y a tellement de produits qui foutent une tempête sur les ETF, même des fonds actifs, genre le Fidelity Fund Global Tech qui surperforme x2 le Nasdaq depuis 10 ans. Et moi, je vois ça, je fais quoi ? Parce que moi aussi, je suis un débutant. Moi aussi, j'ai investi en ETF, un peu comme la plupart des débutants. Je veux pas faire de stock picking, mais moi, je vois ça, je fais quoi ? Moi, il n'y a pas de souci, frérot. Contacte-moi, je te paye cher, hein, pour surperformer x2 le Nasdaq. Sur 10 ans, en plus, c'est pas une petite période, quand même. C'est statistiquement significatif. Donc, quand je vois ça, je fais quoi ? Je fais, bien évidemment, je suis allé googler le fond. Je fais, attends, ça m'interpelle, ça. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Un petit peu de coup de bon sens, mon alerte bon sens, ça fait ding, 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 là. Potentiel fumisterie, hein. Potentiel fumisterie, donc je suis allé voir son fond, je l'ai googlé, et là je vois quoi ? Je vois que son fond sous-performe l'indicateur de comparaison. C'est pas marqué ce qui est l'indicateur de comparaison, mais j'ai supposé que c'était le Nasdaq 100 étant donné que la composition du fond était très axée sur les valeurs technologiques. Mais déjà, on sent un petit peu l'entourloupe là. Hein ? Parce que quand je vois que on sous-performe l'indicateur de comparaison, faire x2 sur le Nasdaq 100, j'ai des doutes, je souffle. Mais c'est pas fini, hein, bien sûr, parce que tu vois, ça va être long. Hein. Donc là, il me renvoie quoi ? Il me renvoie un chart avec 4 fonds, son fonds qui surperforme les 3 autres, mais super, il n'y a pas de Nasdaq 100 dans les 3 autres. Bon. Je vois que son fonds quand même fait 600% sur la période. Je fais OK, tu confirmes que ça sous-performe le Nasdaq 100 qui a pris 833% durant cette période. Pourquoi ? Parce que je l'avais fait ici, et donc je l'avais backtesté avec mon outil, 833% sur la période. Là, il commence à bégayer, à parler un peu chinois. Tu connais la différence entre le Nasdaq 100 et le composite ? Pas le sujet, frérot. Moi, tu me proposes un fonds sur des valeurs technologiques, je le compare au Nasdaq 100. J'ai dit pas besoin de ton fonds tech sous-performe le Nasdaq 100, très exposé tech, ça me suffit. J'ai pas besoin. Et là, il me dit quoi ? Regardez, c'est là que c'est du pur mensonge. Non, il le surperforme mort de rire et 2 fois. Alors là, frérot, là tu t'attaques aux chiffres, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas un professionnel, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, par contre, je maîtrise les données. Donc pourquoi il dit x2 ? Regardez, je vais vous éviter là. Il y a des petits moments où voilà, on se chamaille, petit clown, gros clown va bon. Enfin bref, ça c'est pas intéressant pour vous. Il fait quoi ? Il m'envoie ça, Nasdaq 100, il voit 380% contre les 600%. Donc je lui autorise la petite approximation 380, 600, ça fait x2. Bon, je lui autorise ça, c'est pas trop le sujet en réalité. Mais vous voyez déjà la première arnaque là ? Dites dans les commentaires si vous voyez l'arnaque là déjà. Ça fait un petit exercice. Je fais une petite pause là comme ça vous laisse le temps de chercher, mettez en pause la vidéo. Le Nasdaq 100, c'est pas le Nasdaq 100 total return. Le Nasdaq 100, ça se prend avec les dividendes quand on investit dans un ETF. Donc là, il prend la performance sans les dividendes. Et en plus, il prend une période qui ne correspond pas aux 10 dernières années. À la base de son poste, hein, je suis désolé, moi, à la base de son poste, c'est depuis 10 ans. On était le 2 mars 2026. Moi, frérot, tu me dis depuis 10 ans, voilà. Hein. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller sur son fonds, il n'y a pas de souci. Et ça tombe bien, ça tombe très très bien, parce que le fonds donne la performance sur les 10 dernières années. Pour 1000 € investis, on arrive à 5236,66 €. Ok ? Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'a fait le Nasdaq 100 ? Le labo financier est là pour ça. Donc, avant de te donner le résultat directement, on va juste voir que je triche pas. 31 mars 2016 au 31 mars 2026, on se met bien en euros, on met 1000 €. On prend un ETF Nasdaq
accumulatif, donc avec les dividendes réinvestis. Et là, on a cette performance. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? 5 367,48 € contre 5 236,66 €. Donc là, si c'est pas de la fumisterie, c'est même pas de l'approximation, c'est du pur mensonge. Il surperforme x2. Non, il sous-performe et il tombe dans la catégorie des 10%. Je suis des 90%, pardon. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'en finance, on peut pas trop dire ce qu'on veut parce qu'il y a des chiffres, il y a des faits et c'est vérifiable. Et en plus, là où le bas blesse encore plus, c'est pire que ça parce que t'inquiète pas, le Labo Finance est là pour aller avec toi dans les détails. Le diable se cache dans les détails, comme on dit. C'est ça. C'est-à-dire que ce fonds-là, il va falloir que tu payes l'intermédiaire pour l'utiliser. Il va falloir que tu payes ce conseiller en gestion de patrimoine qui peut avoir des frais jusqu'à 5%. Donc 2000 balles, tu pars pas 2000 balles en réalité, tu pars de 950 balles. Et donc, si je te fais le calcul, on va le faire ensemble, tu fais 950 fois 5,237. Donc 4975 balles contre 5367. C'est pas déconnant, hein. Je suis pas en train de dire que le fonds il est nul. Mais la réalité, c'est que tu peux surperformer ce fonds. Pourquoi j'irais payer un conseiller en gestion de patrimoine pour faire moins bien que ce que je peux faire moi-même depuis ma chambre en 2 minutes, depuis mon application, en prenant un ETF Nasdaq 100. On compare des pommes et des pommes là, on compare pas des pommes et des poires. Le fonds il est très orienté tech, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, si on revient sur ce qu'il disait, il parlait bien du Nasdaq 100. Tac, je parle bien du Nasdaq 100. Non, il le surperforme et x2. Ce post a fait 260 000 vues, si je reviens là. Il a fait 260 000 vues. Ce mec a 25 000 abonnés. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que je le floute, parce que bon, je vais pas envie non plus de l'accabler. À la limite, on s'en fout de lui. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour les débutants. Parce que là, c'est pas un cas isolé. Regarde, là, t'as un autre financial advisor, si je peux dire ça comme ça. Regarde ce qu'il dit. Pourquoi le DCA ETF va ruiner toute une génération de jeunes épargnants? Le DCA sur ETF, c'est un peu comme mettre un gilet de sauvetage en béton. Tu crois que t'es en sécurité, mais tu coules lentement en souriant. Tu sais, les mecs, en plus, ils font de la poésie. Hein. C'est marrant. Hein. Ça rend un petit peu, tu vois, c'est les réseaux. Ça rend le truc un peu plus viral, chantant. C'est bien, hein, mais bon. Et à la fin, voilà ce qu'il te dit. Il dit, si tu veux survivre à la prochaine décennie, va falloir sortir du mode pilote automatique et passer en mode guerrier. Donc là, ça y est, on touche au cœur du truc, tu vois. Ça les fait chier. Ça les fait chier qu'un truc simple et efficace soit justement simple et efficace. Et donc, ils te font croire, mais non, c'est plus compliqué que ce que tu crois, achète mes services. Mais je vais laisser la place au GOAT, au greatest of all time, Warren Buffett. Sur cette vidéo, je vais pas toute la faire, elle est en anglais, il y a potentiellement des gens qui comprennent pas, donc je vais juste te vulgariser et te laisser le passage qui pour moi veut tout dire. Sur cette vidéo, il y a un mec qui l'interpelle. Tu sais, Warren Buffett, en fait, il était jusqu'au début de cette année, il était le PDG de Berkshire Hathaway. Il tient un annual meeting tous les années avec des gens qui s'intéressent à lui, à ses actionnaires. Et donc, quelqu'un lui pose la question de, voilà, bah moi, imagine que tu as 30 ans, que tu connais rien en bourse, que tu veux juste investir pour te construire ta retraite, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Nous, on n'est pas des traders, on veut pas faire du stock picking. Peut-être si ça t'intéresse, mais la plupart des gens, déjà, s'ils commencent par des ETF et avoir la régularité d'investir, c'est déjà très bien. Et donc, il lui dit, voilà, moi j'ai un taf à côté, j'ai pas le temps de passer à éplucher des comptes de résultats, des bilans d'entreprise, la presse, etc. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Et là, Warren Buffett dit, ben, c'est simple, j'investirai dans un ETF à bas frais, un ETF S&P 500 à bas frais, et puis je laisserai le temps faire son effet. Et regarde ce qu'il dit. C'est très intéressant. Et pour moi, bah, ça résume un peu toute la vidéo. Hein. Voilà. Là, il a dit en fait, on te donnera jamais ce conseil parce que personne n'est payé pour te le donner. Bah oui. Les ETF, tu te rends compte, BlackRock, les gros gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Amundi, ont sorti ça, ils ont mis une PLS à certains conseillers en gestion de patrimoine. Il y avait des mecs qui se gavaient de frais sur l'ignorance en quelque sorte, et puis parce que t'avais pas le choix. Avant, il n'y avait pas Trade Republic, il n'y avait pas tous ces courtiers. T'avais pas le choix. T'allais voir ton banquier, tu dis voilà, je vais ouvrir une assurance vie, c'était bourré de frais, et puis c'était comme ça. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il me disait, oui, j'ai ouvert... il avait vendu une maison en 1999, il lui restait un surplus, il l'a mis sur le CAC 40. En 30 ans, il n'a pas gagné 1 euro. Donc avec l'inflation, c'est incroyable, et je lui ai dit, mais il aurait dû être à au moins 40 000 balles. Il avait mis 9 000, il était resté à 9 000. Ils se sont gavés de frais sur lui. Mais ça,
C'est plus possible maintenant grâce à Trade Republic, De Giro et tous ces courtiers, et grâce notamment aussi à l'éducation financière qu'il y a. Mais comme je t'ai dit moi dans cette vidéo, je veux pas non plus faire l'amalgame que les conseillers en gestion de patrimoine ne servent plus à rien, c'est totalement faux, et justement je pense que ça peut être utile dans certains cas. Et donc en gros, si toi t'as un gros patrimoine, que t'as de l'immobilier, t'as une boîte, dans plusieurs pays, t'es marié, t'as une situation fiscale complexe, avec un gros patrimoine, et généralement ça va un petit peu de pair, hein, parce que si t'as pas un gros patrimoine et que t'as pas beaucoup de revenus, t'as pas une situation fiscale compliquée à gérer. Mais donc si t'as un gros patrimoine, t'es chef d'entreprise, tu vas revendre ta boîte, un truc comme ça, là ça fait du sens d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, notamment pour des raisons fiscales. Mais par contre, c'est là aussi où le bas blesse, c'est-à-dire qu'en fait généralement les entrepreneurs à succès qui ont des patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros, ils vont pas avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Ils vont voir un family office. Ça, c'est un peu pour la crème, l'élite, tu vois. C'est le 3 étoiles du conseiller en gestion de patrimoine. Et donc, cette clientèle-là, comme ils peuvent pas la toucher, il faut bien qu'ils essayent de gagner leur argent sur d'autres, sur nous. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Donc, en fait, je pense, en tout cas, j'ai pas fait une étude de marché, c'est très concurrentiel, le conseil en gestion de patrimoine. Et forcément, si on peut aller gratter des frais sur des débutants qui seraient ignorants, en leur faisant croire, en étant malhonnêtes, et en leur faisant croire que ce qu'ils font, c'est pas bien, alors qu'en fait, ils sont sur la bonne voie, certains n'hésitent pas à le faire. Et c'était le but de cette vidéo, c'était un petit peu de dénoncer ça. Clairement, moi, j'aime pas niquer les business des gens. Mais en même temps, je me dis, si c'est pour éviter de faire perdre de l'argent à d'autres, j'ai pas de problème avec ça. Et donc là où c'est pas intéressant, je pense, d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quand tu as une situation fiscale très simple et que toi, t'as pas des 100 et des 1000 à investir et que tu veux juste débuter, que tu as du temps pour te construire un patrimoine. Et comme disait Warren Buffett, voilà ce qu'il ferait. Mais personne n'est payé pour te le dire. Même pas moi, mais pourtant moi je te le dis. Alors un petit like s'il te plaît. Si ça fait ça. Au moins si je peux être payé en like, moi ça me va très bien, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager hein, si tu penses qu'il y a des débutants qui peuvent se faire avoir. Hein. Sur les réseaux, on peut entendre de tout. Hein. Et puis l'argument d'autorité, il fait mal hein, quand même. Hein. L'argument d'autorité fait mal pour certains conseillers en gestion de patrimoine qui disent de pas faire un ETF, pas faire un DCA sur un ETF. Forcément, ça te remet en question, surtout si tu débutes. Tu dis mais alors en fait j'y connais rien. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des méthodes simples et efficaces qui fonctionnent, mais effectivement, ça n'arrange pas certains. Et donc, c'était le but de cette vidéo, c'était de te le dire. Allez, à la prochaine.